Bien, mesdames, messieurs, nous sommes le 8 mars. Nous allons donc nous placer sous le haut patronage de la figure tutélaire de cette université, la déesse de la sagesse, Minerve ou Athéna, qui trône sur le fronton de ce prestigieux bâtiment. Je demanderai justement à cette déesse, ainsi qu'à la nymphe qui se trouve à côté de moi, de bien vouloir nous pardonner pour les fautes de goût que nous allons sans doute commettre ce soir, puisque, en effet, je vais commencer par quelque chose d'un peu navrant. 4 400 000 Français ont vu le 20 janvier dernier une série télévisée policière dont le héros s'appelle César Wagner, est inspecteur de police, ou plutôt capitaine de police, un épisode qui se passait au palais universitaire et qui s'intitulait « Tout l'or du Rhin ». Le scénario de ce feuilleton est à mes yeux un peu navrant et risque de donner une image assez fausse de ce qu'est cette université. On apprenait en effet que ce noble bâtiment se trouve au-dessus d'un trésor, l'or du Rhin, d'un trésor qui remonte à l'époque la plus funeste de notre histoire, un trésor nazi. Je crains qu'une telle thématique ne puisse encourager la légende noire de notre université, et ce, malgré tous les efforts qui ont été déployés récemment pour essayer de dépolluer cette page sombre de l'histoire de Strasbourg. Je voudrais très rapidement passer quelques images que j'extrais de ce film. Sur le côté gauche de l'écran, vous apercevez la porte de ce qui fut mon bureau pendant de très longues années, un bureau où nous entassions à 6, ce qui donne une image assez juste de la relative pingrerie de l'institution. Mais vous êtes là pour lui donner une solution. Et le scénario que j'évoquais tout à l'heure évoque le meurtre d'un étudiant, d'un doctorant en histoire, meurtre dont on soupçonne son professeur, son patron de thèse. Et l'inspecteur, César Wagner, enquête et apprend en particulier que ce professeur d'histoire contemporaine a un train de vie tout à fait excessif, tout à fait inhabituel de la part d'un professeur français, et nous avons droit à la réponse suivante qui mérite d'être conservée dans une anthologie de l'ineptie télévisée. Je suis un universitaire reconnu, je fais des conférences, moi aussi d'ailleurs, j'ai des mécènes qui soutiennent mes recherches. Autrement dit, le train de vie de ce professeur serait lié au mécénat, c'est-à-dire à de l'argent qui lui a été donné non pas pour faire ses recherches, mais pour vivre plus confortablement que ce ne devrait être le cas. Autrement dit, nous avons ici un cas flagrant d'abus de biens sociaux qui est avoué par un professeur sans que le policier à la recherche du coupable ne réagisse. Alors ceci nous renvoie à quelque chose qui me paraît tout à fait important, qui est la définition même, la finalité du mécénat et du rôle qu'il a à jouer dans une institution comme la nôtre, une institution qui est à la fois une communauté des enseignants-chercheurs et des étudiants. Je crois que c'est la première mission de l'université depuis sa création au XIIe siècle, une communauté dont la mission est de produire du savoir, de l'échanger, de le diffuser et de le transmettre. C'est un service public,
ce n'est pas une entreprise à but lucratif. Alors, je vais, au cours des minutes qui viennent, évoquer les accointances, les connivences, l'amitié profonde qui a pu lier des mécènes et l'université au cours de son histoire. Quand je dis l'université, je devrais peut-être me lancer dans un très long exposé historique pour vous dire que l'histoire de l'université de Strasbourg n'est pas une. En effet, on peut dire qu'une dizaine d'avatars se sont succédés ici même, dans ces lieux, pas seulement dans ces locaux, mais dans toute la ville, depuis le XVIe siècle. Je crois que Strasbourg a, en matière universitaire, une expérience unique qui se manifeste à la fois par une grande continuité, au moins à ses débuts, et par une histoire fracturée, une histoire passionnante du reste, à une époque plus récente, au XIXe et au XXe siècle. Et de cette histoire résulte une expérience qui me paraît unique. Une expérience qui, cependant, mérite d'être étudiée non pas en vase clos, l'université n'existe pas hors sol, mais dans son environnement. Et je crois que le mécénat est l'une des formes les plus fécondes d'ancrage de l'université dans la société civile, dans le monde économique qui l'entoure. Je vais y revenir d'ici quelques minutes. Je voudrais aussi rappeler une chose. Je m'inscris en faux contre une expression qu'on retrouve continuellement dans la bouche des décideurs qui évoquent la formule « c'est dans l'ADN de telle ou telle institution ». Eh bien, l'ADN de l'Université de Strasbourg n'est peut-être pas aussi récurrent ou rémanent ou continu que ce que l'on pourrait imaginer. Je ne suis pas biologiste, mais je pense qu'il est important de proscrire cette expression parce qu'elle laisse supposer que des revendications généalogiques continuent à nous motiver avec des risques. Il y a en effet dans les gènes de cette institution des gènes qui sont parfois un peu gênants, en particulier entre 1941 et 1944. Je n'y reviendrai pas maintenant. Avant de commencer cet exposé, il importe de situer le mécénat. Vous savez tous que le mot mécénat vient de Mécène, Mécène qui est une personnalité du monde romain à l'époque d'Auguste. D'une manière très curieuse, le mot mécénat n'était utilisé qu'à la fin du XIXe siècle. Le personnage même de Mécène apparaît très furtivement dans les grandes collections encyclopédiques. L'encyclopédie de d'Alembert et Diderot ne l'évoque pas. Le personnage de Mécène, vous voyez la notice qui lui est consacrée de Le Larousse, je ne vais pas revenir sur sa biographie. C'est un personnage à la fois très recommandable parce que c'est le protecteur des arts et des artistes, et particulièrement des lettres, mais c'est aussi un personnage que l'on pourrait presque accuser de concussion, voire de blanchiment. Alors rassurez-vous, le mécénat, ce n'est pas du blanchissement, et par ailleurs, je ne pense pas que l'université pratique à l'égard de ses mécènes une forme de raquette. Au contraire, le partenariat entre l'université et les mécènes qui l'entourent s'inscrit dans une relation très forte, d'une relation réciproque et d'une relation de reconnaissance. Et c'est ce terme qui me paraît important. Reconnaissance, ça veut dire s'identifier mutuellement, mais aussi exprimer l'un par rapport à l'autre, celui qui apporte quelque chose matériellement et celui qui lui donne quelque chose en retour. Autrement dit, le mécénat transforme le matériel en spirituel ou en immatériel. Il se fait d'une manière totalement désintéressée. Alors nous avons la chance extraordinaire à Strasbourg d'avoir
deux très belles incarnations du mécénat, l'une qui est particulièrement prestigieuse et qui s'inscrit dans une histoire passionnante, qui est la Société des Amis, l'autre qui est bien entendu la Fondation dont on a parlé jusqu'à présent. Je me contenterai de quelques généralités et surtout en mettant l'accent sur les temps forts de cette histoire et en me focalisant plus spécialement sur deux périodes. Je voudrais dire aussi qu'il faut éviter une interprétation un peu trop naïve et à sens unique du mécénat. Le mécénat, dans l'optique qui est celle de Stéphane Bern, par exemple, ça consiste à admirer le mécène, à admirer ses créatures, à y voir une sorte de Deus ex machina. La réalité est, à mon sens, tout à fait différente. Il y a quelques années, on nous a proposé de préparer nos étudiants de CAPES à une question qui portait sur le mécénat, le prince et les arts. Le mécénat, ce n'est pas seulement le prince, c'est celui qui donne et c'est celui qui reçoit. Et l'un et l'autre entretiennent un partenariat fécond, un partenariat qui va bien au-delà, et je le répète, d'une relation économique. Il s'agit en effet d'une entreprise spirituelle qui apporte à l'université la vitamine qui lui manque. Alors je voudrais revenir sur la genèse de ce concept de mécénat et renvoyer, là encore, à la figure du plus prestigieux étudiant que notre université ait compté, en l'occurrence Goethe. Si M. Denneken était présent, je lui rappellerai qu'il a une carrière de germaniste et pas seulement de théologien, et que Goethe a, dans un roman paru au début du XIXe siècle, développé l'idée des affinités électives, c'est-à-dire de l'existence entre deux êtres, deux personnes, deux collectivités, peu importe, de ce qu'on pourrait appeler les atomes crochus, des relations de sympathie, des relations d'amitié, des relations affectives. Et c'est de ces relations affectives dont je voudrais vous entretenir maintenant. Je ferai ce qui correspond peut-être le plus facilement à mon profil d'historien. Je suis un historien qui travaille sur le Moyen-Âge et la Renaissance. Je vais essayer de remonter le fil de l'histoire de notre université pour la reprendre pratiquement à ses débuts. Je vous rappellerai que l'université de Strasbourg existe officiellement depuis 1621. Elle était en germe depuis 1538 lors de la création du gymnase de Strasbourg par Georges Tourme. Georges Tourme qui, assez rapidement, a transformé ce collège en propédeutique ou en université préparatoire en l'appelant l'Académie en 1566. On pourrait donc dire que l'histoire de notre institution remonte à l'époque de l'humanisme et tout particulièrement à cette période clé du milieu du XVIe siècle, au moment où Strasbourg choisit de devenir protestante et entretient une puissance politique particulièrement importante dans le cadre de son statut de république d'empire. En 1629, un enseignant de notre université qui s'appelle Philippe Glaser demande à ses amis des subsides pour rééditer un livre écrit par son père et publié une première fois en 1601. C'est un manuel d'histoire, un manuel de sciences politiques qui s'appelle Syngramma ou Syngramma Historicum, qui est en fait une introduction générale aux sciences historiques et plus largement à ce qu'on pourrait appeler les sciences humaines. Et dans la préface de ce livre, Philippe Glaser insère une dédicace que je vous lis, à ces mécènes
ses évergètes, bienfaiteurs, grand-oncles, parce qu'à l'époque ils étaient tous cousins, frères, supporters, proches et amis. Ben, je crois que la définition du mécène se trouve là-dedans. Le mécène, c'est quoi? Bon, c'est d'abord un mécène, au sens étymologique du terme, un évergète. Un évergète est un mot grec, ou d'origine grecque, qui désigne un bienfaiteur. Un bienfaiteur, mais qui attend en retour une reconnaissance publique. Un organisateur de spectacles, par exemple. Un bienfaiteur, ça se passe de commentaires. Grand-oncle, c'est presque grand-oncle à la mode de Bretagne, pour rappeler une parenté. Supporter, alors supporter, c'est moi qui traduis ceci. Affinibus, les proches, et enfin les amis. Je crois que l'amitié, c'est le cœur même du mécénat, et la formule est reprise peu après. Mes mécènes, patrons ou parrains, sponsor en anglais, benefactores, pro patres, qui veut dire oncle, frater et amici. Je ne vais pas insister sur cette formule, mais c'est, à ma connaissance, la première fois que, au sein de l'Université de Strasbourg, apparaît de manière très explicite un mécénat. Mécénat d'amis, j'ignore quel a été le montant qui a été proposé par ces mécènes, mais il a permis de rééditer ce livre, et c'est déjà quelque chose de très important. Mais en recherchant un peu plus loin, en amont, en faisant l'archéologie du mécénat, je m'aperçois que le mécénat, d'une manière tout à fait singulière, à Strasbourg, a anticipé sur la création de l'université. Et en effet, on peut dire qu'à titre rétroactif, le premier mécène a fondé une bourse ou a fondé un fonds pour l'université en 1336. Il faudrait que je m'explique. En 1336, un personnage appelé Hartlieb Kurzlieb, c'était un très beau nom, a décidé, pour le repos de son âme, de créer une chapellenie, une fondation, à la collégiale Saint-Pierre-le-Jeune. Cette fondation a continué à fonctionner jusqu'à la Réforme, et au moment de la Réforme, en 1538, lorsque a été créé le gymnase par Jean Sturm, on a décidé de convertir cette fondation religieuse en fondation pré-universitaire, de manière à pouvoir financer des bourses pour des étudiants pauvres se destinant à la théologie. Mécénat par anticipation ou d'une manière rétroactive. Certes, il n'empêche que cette bourse a continué à fonctionner jusqu'à la fin de la première université en 1793. Ça mérite d'être dit, c'est un exemple de continuité extraordinaire, et mieux encore, elle existe toujours virtuellement au sein de la Fondation Saint-Thomas. Elle a traversé la Révolution, et c'est l'exemple le plus parfait d'une institution qui peut être créditée de près de 7 siècles d'existence. Par la suite, d'autres fondations ont été créées, plus spécifiquement pour financer des bourses pour des étudiants. On pourra en citer toute une série, une bonne dizaine, jusqu'à la veille de la Révolution française. Et en particulier, on pourra en citer une qui me paraît particulièrement importante. C'est celle qui a été fondée par un jurisconsulte strasbourgeois qui s'appelle Johannes Schenk-Becher. C'est aussi un très bon nom qui évoque un peu les vins d'honneur, autre spécialité alsacienne. Pour la petite histoire, le mot et le concept de vin d'honneur a été inventé à Strasbourg en 1576. Là encore, nous poussons un immense cocorico. Eh bien, ce Schenk-Becher, qui était un juriste reconnu, un ambassadeur qui a parcouru toute l'Europe, a, à la fin de sa vie, décidé, par testament, de créer 2 bourses, une bourse pour un étudiant en droit et une bourse pour un étudiant en médecine. Là encore, ces bourses se sont inscrites dans la très longue durée,
mais aussi et surtout, et c'est là que je vais en venir, ont assuré la mémoire de leurs fondateurs et la mémoire de l'université. C'est quelque chose de très important, surtout à une époque comme la nôtre, qui est une époque de bouleversement, où les programmes universitaires, les financements nous obligent à fonctionner dans le court terme et souvent à être atteints d'amnésie. Eh bien, le mécénat crée de la mémoire, et c'est quelque chose d'absolument essentiel. À ces mécènes, on pourrait ajouter un autre type de mécénat, c'est le mécénat qui vient des professeurs eux-mêmes, qui souvent ont légué leurs collections, leurs livres par exemple, ou leur collection d'objets, de médailles, de statues. C'est le cas de Jean-Daniel Schöpflin, qui est le véritable fondateur des sciences politiques à Strasbourg et qui est, je crois, qui a transformé l'enseignement du droit et de l'histoire à Strasbourg en enseignement de sciences politiques pour en faire une sorte de pépinière de ce que l'on pourrait appeler des énarques avant la lettre. Un mécène issu des rangs de l'université, ce qui est aussi une manière de manifester sa reconnaissance à l'égard de l'institution et une manière de contribuer à la création de savoir. La première université de Strasbourg, qui a donc fonctionné entre 1566 et 1793, a contribué à l'échelle européenne au progrès des sciences et des lettres. On pourrait illustrer cette mission par de très nombreux exemples. Je ne vais pas le faire, mais vous verrez par exemple sur cette magnifique image qui représente un de mes collègues du début du XVIIe siècle, comment se constituait le savoir par compilation, par accumulation, par gestation d'idées nouvelles. Et je pense que le mécénat a justement contribué à ce que je pourrais appeler un ruissellement de connaissances, ruissellement d'idées et création progressivement de ce qu'on appellerait en français actuel une sorte de soft power ou d'influence ou de réseau. Et je reprendrai l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de Philippe Glaser, dont le père avait, en 1601, publié ce fameux manuel que j'évoquais tout à l'heure dans sa réédition de 1629. Ce manuel était dédié, sans utiliser l'expression, à deux autres mécènes, deux étudiants qui, formés à l'Université de Strasbourg, à l'Académie de Strasbourg, dans les années 1590, sont ensuite devenus des personnalités politiques dans leur pays d'origine, la Moravie, et sont devenus, à l'échelle européenne, des têtes pensantes du protestantisme, mais aussi des hommes d'action à la veille de la guerre de 30 ans. Et si je voudrais insister sur cette idée de ruissellement, c'est que les deux intellectuels, les deux gentilshommes moraves à qui Glaser dédie son livre, ont ensuite exercé une très grande influence, mais aussi et surtout sont allés jusqu'à devenir eux-mêmes mécènes, et on peut voir ainsi des filiations de Glaser à ses deux disciples, dont Charles de Zérotine, que j'évoquais sans le nommer jusqu'à présent, à Comenius. En effet, si Zérotine a été disciple de Glaser, Comenius, le grand rénovateur de la pédagogie au début du XVIIe siècle, a été lui-même encouragé par le mécénat de Charles de Zérotine. Je crois qu'il est important de rappeler que des fils, et parfois des fils invisibles, nous rattachent à nos maîtres, nous rattachent à nos amis, à travers une histoire qui s'inscrit dans la très longue durée. Je n'évoquerai pas davantage la première université de Strasbourg, je passe à la seconde ou à la troisième. Là aussi, la chronologie est un peu difficile à mettre en place, si ce n'est pour rappeler qu'au XIXe siècle, forte de cet héritage, façonné en grande partie par l'implication très forte
de la société civile et les membres de l'université dans la cité, Strasbourg a bénéficié d'un atout que n'avaient pas d'autres villes universitaires à une époque où les universités françaises, et en province en particulier, étaient pauvres, nécessiteuses, mal dotées. Et on pourrait se dire que l'éloge prononcé par Fustel de Coulanges à l'égard de Strasbourg reste évidemment très largement actuel. J'ajouterais que le maître-livre de Fustel de Coulanges, qui s'appelle La Cité antique, et qui a été un des grands moments de rénovation des sciences historiques ou des sciences humaines en France à la fin du Second Empire, a été en grande partie financé par ses auditeurs et par ses auditeurs libres strasbourgeois, et en particulier par un très grand nombre d'auditrices. Là aussi, ça mérite d'être rappelé sous la forme d'une sorte de mécénat qui ne disait pas son nom. J'en arriverai au deuxième temps fort de l'histoire du mécénat à Strasbourg. Et ce deuxième temps fort, nous le connaissons particulièrement bien grâce au livre paru en 2020 sous la plume de Michel O, d'Antoine Latam et de Nicolas Stoskopf, cette histoire d'un siècle de mémoire, d'un siècle d'université, illustrée à travers la Société des Amis, créée en 1920. Strasbourg devient en effet l'université de premier plan de France à côté de la Sorbonne. Et c'est dans ce cadre, après la libération de l'Alsace en 1918, après la réouverture de l'université française le 22 novembre 1919, que, à l'initiative à la fois de militants francophiles alsaciens, mais aussi de leurs amis parisiens ou de leurs amis du reste de l'Hexagone, qu'a été créée la Société des Amis de l'Université. Cette Société des Amis de l'Université, vous pouvez, je pense, voir quels sont ses objectifs dès le point de départ. Il s'agit bien entendu d'une œuvre patriotique, il s'agit de redonner à l'université des moyens qui lui permettent de tenir son rang, et en particulier de tenir le rang qu'elle avait à l'époque allemande, où elle avait été créée pratiquement ex nihilo et dotée de moyens tout à fait exceptionnels dont nous avons toujours le témoignage autour de nous. Entreprise patriotique, entreprise d'excellence et entreprise internationaliste, dans la mesure où, en effet, tous ceux qui, en 1918, 19 et 1920, ont milité pour donner à l'université des moyens qui n'étaient pas seulement ceux de l'État, mais des moyens mobilisés auprès de personnes privées, auprès d'entreprises, tous ces militants de l'université ont fait ça dans un esprit philanthropique, dans un esprit de liberté et dans un esprit universaliste. Là encore, je pense que mes collègues auront l'occasion d'en reparler d'ici peu de temps, mais ce qui est important, c'est de voir qu'un mouvement d'enthousiasme extraordinaire s'est fait aussi bien dans la région, dans toute la France, voire à l'échelle du monde entier, pour essayer de soutenir, pour essayer d'encourager, pour essayer de faire fonctionner le mieux possible les facultés de l'université redevenue française. Vous avez ici une liste de quelques-uns des donateurs. J'ai souligné 2 ou 3 noms. J'ai souligné le nom d'Albert Kahn, dont je reparlerai bientôt, celui de Florine Langweil, mais on pourrait citer de très nombreuses entreprises, et on pourrait surtout faire le constat suivant, c'est que lorsque s'organise la Société des Amis de l'Université, avec des moyens considérables, avec des appuis extraordinaires, au premier rang duquel figure le président de la République, lorsque s'organise cette société, on peut dire qu'elle va fonctionner en réseau et qu'elle va réussir quelque chose d'extraordinaire, c'est faire de cette université qui, à l'époque allemande, fonctionnait presque en vase clos, hors sol, une université parfaitement intégrée dans sa région.
Et ça, je crois qu'on pourrait presque qualifier la chose de miracle. Le miracle des amis de l'Université de Strasbourg, qui se manifeste par de très très nombreuses actions, par des conférences, par des bourses, par des prix, par des financements ponctuels, par des dons tout à fait substantiels, avec une implication très forte des entreprises. Je pense ici au cas de Dietrich, on pourrait citer le cas de la Société Générale Alsacienne de Banque et de très très nombreux autres. Je m'en voudrais de les citer toutes parce que je risquerais d'en oublier. Donc des relais extraordinaires dans l'opinion. Des relais d'opinion particulièrement forts, avec, je crois, l'idée aussi d'une continuité. Cette continuité, nous en avons la preuve sous nos yeux, et je voudrais dire à ce propos que moi-même, si humble soit ma place dans cette noble institution, j'en ai bénéficié comme étudiant, puisque il y a près de 50 ans, la Société des Amis des Universités, c'était son nom à l'époque, m'a attribué le prix Jacques Hatt, fondé par un membre d'une éminente famille de brasseurs, qui a permis de financer l'édition de mon premier livre, qui était mon mémoire de maîtrise. Donc là aussi, je crois qu'un hommage tout particulièrement doit lui être rendu, et je suis une goutte d'eau parmi les très très nombreuses personnes qui ont été ainsi distinguées. Des relais, et surtout, je crois, une intense campagne de communication hors de l'université proprement dite, l'université hors les murs. J'ajouterais que ce réseau ne s'étend pas seulement à l'Alsace, à la France, au milieu intellectuel de notre pays, mais dépasse très largement ses frontières, rayonne à l'étranger, les bourses sont faites pour les étudiants étrangers, mais rayonne également bien au-delà. Ainsi, par exemple, les amis de l'université ont leur propre relais en Amérique, ça a été montré par Antoine Gogler à plusieurs reprises, et ont même des membres à Pékin. La mondialisation du mécénat strasbourgeois a donc de très anciennes racines. Parmi les actions les plus spectaculaires, certaines ont constitué à aider à la création de chaires et en particulier au développement d'un des instituts les plus prestigieux de l'université, c'est l'Institut de physique du Globe, pour laquelle une donatrice exceptionnelle, que je vais bientôt vous montrer, qui s'appelle Marie-Louise Arconati-Visconti, marquise Arconati-Visconti, a fait le don d'un immeuble merveilleux qui se trouve au boulevard d'Anvers et qui appartient toujours à l'université et qui a abrité pendant longtemps l'Institut de physique du Globe. Voici une de ses donatrices, une de ses mécènes, une mécène presque tout-terrain, puisqu'elle a également été mécène du musée du Louvre et de l'Université de Paris, qui disposait de sa propre Société des Amis depuis 1898. L'engouement de mécènes pour les universités françaises ne se limite pas à Strasbourg, et je voudrais rappeler qu'à côté des bourses Rockefeller, qu'à côté d'autres initiatives, on pourrait également citer la Fondation Carnegie, dont l'une des réalisations les plus extraordinaires, la bibliothèque universitaire de Reims, que vous voyez ici. On peut dire que l'université française a magnifiquement bénéficié de ce mécénat. Une autre personnalité qui apparaît dans la toute première liste des bienfaiteurs de l'université de Strasbourg est Albert Kahn. Albert Kahn, banquier parisien d'origine alsacienne, qui a fondé en particulier les bourses autour du monde qui permettaient à des étudiants, souvent en géographie, de voyager à travers la planète, de recueillir un grand nombre d'observations,
en préparant la voie à ce que Albert Kahn a fondé sous le nom d'Archives de la planète, qui consistait à envoyer des opérateurs, des photographes, des cinéastes à travers le monde entier pour essayer de recueillir sur la pellicule un monde en train de changer, un monde riche de ses traditions, un monde riche de sa diversité. La collection des photographies faites par les opérateurs d'Albert Kahn est conservée d'une manière exceptionnelle à Boulogne-sur-Seine. Si j'évoque le personnage d'Albert Kahn, c'est parce qu'il a été particulièrement actif à Strasbourg, et en particulier parce qu'il a fondé, et c'est une première en France, le centre de médecine préventive de notre université. Un exemple parmi d'autres de ces réalisations qui sont en grande partie l'œuvre d'un laboratoire d'idées qui a été entrepris par Albert Kahn entre la fin du XIXe siècle et le début des années 30. Un bienfaiteur, un philanthrope, une personnalité totalement désintéressée. Et c'est là que je vais encore parler de moi, je vous prie de m'excuser de le faire, pour essayer de rappeler, là aussi, à quel point les fils invisibles qui nous relient à ces mécènes, qui nous relient à nos grands ancêtres, qui nous relient à une communauté extraordinaire à travers le temps, ces fils invisibles continuent à être actifs. Et en fondant les bourses autour du monde, Albert Kahn a fait appel au géographe Jean Brune, qui lui a servi en quelque sorte de conseiller, et qui a découvert à cette occasion l'extraordinaire richesse de l'image, à la fois comme moyen de connaissance et comme moyen de pédagogie. Jean Brune est devenu un spécialiste de la géographie par l'image, et sa fille, Marielle, a continué dans la même voie en étant en particulier l'auteur d'un atlas aérien de la France. Et à l'époque où j'étais étudiant, je suis tombé tout à fait par hasard sur un exemplaire de cet atlas aérien que j'ai acheté. Ça a été une des grandes révélations de ma vie, parce que j'ai découvert précisément l'extraordinaire richesse de ces témoignages, de ces archives de la planète. Une révélation que je dois indirectement à Albert Kahn, et on pourrait peut-être même faire remonter l'affiliation d'Albert Kahn à d'autres mécènes, tels le duc de Chartres, qui avait envoyé Gabriel Bonvalot en Asie centrale à la fin du XIXe siècle. Nous nous inscrivons donc dans cette extraordinaire généalogie du savoir, et le mécénat y est, je crois, en est le ressort le plus puissant. On pourrait également citer parmi les mécènes Florine Langweil, antiquaire parisienne d'origine alsacienne, qui fait partie, avec, je crois, une mise de fonds de 10 000 francs, des tout premiers donateurs de la Société des Amis. Je citerai, bien entendu, l'expression qu'on a souvent utilisée pour désigner l'Université française de Strasbourg entre 1919 et 1939, son évacuation à Clermont-Ferrand, le terme d'université de cocagne. Et si Strasbourg a été une université de cocagne qui a connu une floraison extraordinaire dans pratiquement tous les domaines, notamment dans le domaine des sciences humaines, mais également dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la physique, etc., je ne peux pas m'empêcher de citer Marc Bloch. Marc Bloch, qui a été le grand historien de la faculté à laquelle j'ai appartenu et qui fait partie de la première ou la deuxième liste de membres des sociétés des amis de l'université. Je citerai aussi, autre exemple de l'extraordinaire intrication de la société civile et de l'université, le cas d'un autre grand historien, Lucien Febvre, qui, en 1931, à la demande de la Société générale alsacienne de banque, a publié un livre qui est un livre fondateur intitulé Le Rhin. Livre tout à fait exceptionnel dont vous voyez ici la couverture. Je ne parlerai pas davantage d'action des amis de l'université, mais
Je rappellerai qu'elle s'est maintenue, y compris pendant la période la plus sombre de l'histoire de l'université, à l'époque où Strasbourg, délocalisé à Clermont-Ferrand, a été l'un des foyers de la résistance française. Et je dirais que la collection complète des bulletins des amis des universités de l'Académie de Strasbourg, puisqu'il y en a actuellement deux, celle de Haute-Alsace et celle de Strasbourg, représente une sorte de mémoire extraordinaire des institutions universitaires dans notre région. Je vais achever dans 3 minutes ce petit exposé pour rappeler que finalement, que font les mécènes? Les mécènes aident par un financement, aident au rayonnement, participent de la communication de l'université, le font bénévolement, le font d'une manière totalement désintéressée et, je crois qu'on pourrait utiliser l'expression, mettent en lumière le travail de l'université. D'une manière symbolique, cette statue de Ramsès II a été mise en lumière par un éclairage nouveau il y a quelques années à l'occasion du centenaire de la société. J'en arriverai à un tout dernier point qui me ramène aux terres que je connais le moins mal, c'est-à-dire la période de l'humanisme au XVe, XVIe siècle, pour vous rappeler, ou pour vous apprendre, si vous ne le savez pas, que Strasbourg est aussi le berceau de l'image même de Mécène. Mécène, protecteur de Virgile, protecteur d'Horace, apparaît dans l'iconographie européenne, dans la gravure, et pour la première fois, à travers l'édition complète faite par Sébastien Brandt, notre voisin, des œuvres complètes de Virgile chez l'éditeur Grüninger en 1502. Et vous avez droit, grâce aux gravures qui ont été inspirées par Sébastien Brandt lui-même, à une demi-douzaine d'images qui nous représentent Mécène en costume d'humaniste, en costume du XVIe siècle, accompagnant Virgile qui, auteur des Géorgiques, apparaît un peu comme une sorte de conseiller en matière d'économie, de mise en valeur des campagnes. Alors, ces images sont particulièrement importantes, au point qu'une universitaire anglo-saxonne a considéré que l'édition de Virgile par Sébastien Brandt, cette espèce de relocalisation de Mécène dans le paysage alsacien, fait partie de l'iconographie la plus influente de l'histoire de la Renaissance et peut-être même de l'histoire de l'art en Europe. Ça mérite d'être dit et je crois que nous avons à rendre un hommage tout particulier à Mécène, à Sébastien Brandt et à Strasbourg à travers de telles images. Les illustrations de livres les plus influentes jamais produites en Europe. C'est Virgile, c'est Mécène qui est le promoteur de ces images. Mais ça ne s'arrête pas là. Et en préparant cet exposé, j'ai essayé de voir si les contemporains d'Erasme, les contemporains de Sébastien Brandt s'intéressaient au personnage de Mécène. Et j'ai découvert un ouvrage publié par Ringman Filesius, qui est un humaniste particulièrement connu pour avoir inventé le nom de l'Amérique en 1507 à Saint-Dié. Ringman Filesius a publié un petit livre sur les muses en 1511, je crois que je me suis trompé, enfin peu importe, un livre qu'il a dédié à un chanoine de Saint-Dié qui s'appelait André Reynette, excusez-moi, et qui était lui-même un des entrepreneurs des mines d'argent des Vosges. Et il le qualifie de cette dédicace de Mon Mécène. Mon Mécène, c'est l'exemple extraordinaire de la projection de ce titre, de cette étiquette de Mécène sur un bienfaiteur, sur quelqu'un qui contribue à la création d'un auteur. Et j'irai encore plus loin, et ce sera le mot de la fin. En 1514, 2 ans après Ringman, que j'avais mal daté, Jérôme Guebwiller, qui est le directeur de l'école latine de Strasbourg, de l'école
de la cathédrale. C'est presque l'enseignement universitaire, c'est un peu l'ancêtre des classes préparatoires de Fustel de Coulanges, publie 5 comédies de Plaute. Là encore, une belle édition faite par un éditeur strasbourgeois. Et dans la préface de ce livre, Jérôme Guebwiller utilise pour la première fois, et je crois que c'est la première occurrence qu'on puisse trouver à travers toute l'Europe, à travers l'histoire, le mot de mécène au pluriel, dans une formule que je ne vais pas vous citer en latin, que je vais vous traduire approximativement. S'il y avait des tas de mécènes ici chez nous les Allemands, c'est ainsi que se considéraient les Strasbourgeois de l'époque, alors, crois-moi, il y aurait bientôt une foule d'Horace. S'il y avait des tas de mécènes, il y aurait des tas de poètes. Alors je vais adapter cette formule en français actuel. S'il y avait des tas de mécènes à l'UNISTRA, chez nous, alors, crois-moi, il y aurait bientôt une foule de prix Nobel. Alors, ce sera le mot de la fin. Je voudrais simplement dire qu'à travers ces 3 exemples que je viens de citer, où la présence de mécènes est aussi forte dans l'environnement intellectuel des Strasbourgeois du début de la Renaissance, on pourrait presque dire, c'est de la publicité, que Strasbourg est non seulement la capitale de Noël, mais la capitale du mécénat.